Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Droits et devoirs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler de la succession. Et vous savez combien ce thème fait dégâts dans notre pays. Vous savez combien de familles se déchirent après la mort d'un parent. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau un invité, un juriste, un spécialiste du domaine qui va nous aider à comprendre le contour de la succession. Nous avons invité pour vous Maître Tikada Tampino. Maître, bonjour. Bonjour cher monsieur, comment portez-vous? Très bien, et votre famille? Très bien, merci bien. Ok Maître, nous voulons aborder aujourd'hui un thème vraiment important. Vous avez l'habitude de travailler sur ce thème dans la réalité. Vous avez l'habitude d'assister des familles dans la succession. Dites-nous, avant de commencer, quel est l'état de la succession aujourd'hui au Bénin? Quels sont les problèmes, de façon générale, les problèmes que pose ce thème aujourd'hui au Bénin? Alors je vous remercie, monsieur le journaliste. Effectivement, la succession, c'est un thème qui crée assez de malaise, assez de problèmes, assez de contentieux dans les familles en Afrique et particulièrement au Bénin. Alors aujourd'hui, nous sommes tous appelés à décéder un jour, et lorsque la mort arrivait à nous frapper, comment notre succession va s'organiser? Est-ce que les enfants qui peut-être étaient bien unis de notre vivant, est-ce que ça serait toujours le cas? Il y a toutes ces problématiques-là que nous constatons aujourd'hui en matière successorale. Et aussi les biens laissés par le défunt et comment les héritiers, je veux dire, arrivent à s'entendre sur ça. Est-ce que ce n'est pas ça parfois qui entraîne des déchirements parce que le père a laissé un bien, tout le monde veut s'en accaparer, ou bien il y a un patrimoine, il y a un bien du patrimoine qui intéresse un héritier plus que l'autre. Vous voyez, bon, il y a tous ces éléments, vous voyez, quand on va faire la somme de tous ces éléments qui créent assez de problèmes dans les familles en Afrique aujourd'hui et particulièrement au Bénin. Alors vous avez bien fait de trouver ce sujet-là parce que ça crée de dégâts, comme je l'ai annoncé. Le contentieux successoral au Bénin, c'est une réalité quotidienne. Alors pour parler de la succession, je vais partager avec vous les quelques notions que j'ai en la matière et puis nous allons essayer de nous comprendre sur les bases fondamentales. C'est quoi la succession? Alors, de façon classique, la succession, généralement, on lui donne deux sens. Le premier sens, en fait, c'est un mécanisme juridique qui a été prévu par le législateur qui permet de faire sortir, vous voyez, un bien du patrimoine de quelqu'un qui est décédé, qu'on appelle généralement découyus, dans le patrimoine d'autres personnes qui sont appelées héritiers ou légataires. Alors, qu'est-ce que j'entends par mécanisme juridique? En fait, c'est des techniques, c'est des principes, c'est des éléments, des choses que la loi a prévues pour que lorsque quelqu'un décède, que ces biens passent dans le patrimoine d'autres personnes. Et ces personnes qui sont les bénéficiaires de ces biens sont généralement connues sous le terme héritier. Le deuxième sens, c'est l'ensemble des biens aussi laissés par le découyus, par le défunt. L'ensemble du patrimoine laissé par le défunt est encore désigné classiquement, pour ne pas dire techniquement, par succession. Je ne sais pas si je réponds exactement à vos préoccupations. Oui, c'est bon, mais je vais vous demander, maître. Vous avez dit l'ensemble des biens. Si je n'ai pas de biens, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, je n'ai rien, j'ai déjà tout vendu avant de mourir. Est-ce que dans ce cas-là, on peut encore parler de succession? Alors, on peut bel et bien parler de succession parce que l'habit que vous avez porté, c'est un bien de votre patrimoine. Vous avez un portable aujourd'hui, vous avez un stylo en main. Je ne sais pas si c'est votre propriété, mais ça fait partie des biens que vous avez. On est d'accord? Donc, par conséquent, on ne peut pas avoir une personne sans patrimoine. Ce n'est pas possible. Le patrimoine peut être infime, peut-être... en fait, ça peut avoir une valeur monétaire vraiment élevée, ça peut ne pas être élevé. L'essentiel, chacun de nous, nous avons quelque chose. Peu importe la valeur de la chose. Et si nous avons plus de dettes que de biens, que d'actifs? L'essentiel est qu'il n'y a pas d'individu sans patrimoine. Lorsque l'individu a déjà un patrimoine et qu'il décède, par conséquent, sa succession peut faire l'objet de dévolution.
D'accord. Voilà. Nous allons à présent parler de l'ouverture de la succession. Nous allons dans un premier temps, vous allez dans un premier temps expliquer à nos téléspectateurs quand est-ce que la succession d'un individu est ouverte. Alors, merci bien, monsieur le journaliste. Généralement, lorsqu'on prend le code des personnes et de la famille qui régit la matière en droit positif béninois, on dit souvent que la succession est ouverte pour cause de décès. Et lorsque je parle de décès, je vais donner quelques explications à la matière. Il y a l'ouverture de succession pour cause de décès, la disparition et pour l'absence. Alors, lorsque je parle de décès, il s'agit de la mort biologique. Alors, qu'est-ce que j'entends par mort biologique? C'est l'arrêt de vie. Lorsque la personne ne vit plus, sa succession est ouverte. Il ne s'agit pas de la mort civile. C'est vrai qu'au Bénin, la peine de mort n'est plus une réalité. Mais ailleurs, il existe la peine de mort, qui est une mort civile. Alors, pour nous, Béninois, ce qui nous intéresse en la matière, lorsque nous parlons de décès ou bien lorsque nous parlons de mort, il s'agit d'une mort biologique. On est d'accord? Mort naturelle. Mort qu'on peut constater cliniquement par un médecin. En termes simples, c'est l'arrêt de vie. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, on parle d'absence ou de disparition. Alors, il y a des gens, je donne un exemple, ils sortent de la maison, nous n'avons plus de ces nouvelles. Pendant des années, nous ne savons pas, est-ce qu'il vit, est-ce qu'il ne vit pas. Dans ce cas, en termes techniques, on parle d'absence. Vous voyez? Alors, il ne suffit pas tout simplement de constater que vous n'avez plus les nouvelles de la personne pour commencer par partager sa succession. Il y a une procédure prévue par le législateur béninois en la matière et cette procédure consiste à saisir le juge, vous voyez, pour qu'à la fin, vous voyez, de la période prévue par les textes, le juge rend une déclaration judiciaire de décès pour cause d'absence. Ça, c'est le cas d'absence. Contrairement à ce qu'on pense lorsqu'on parle d'absence, lorsque je vais vous rendre visite et que je ne vous vois pas, il dit j'étais chez toi que tu es absent. Alors, techniquement, le terme absent chez les juristes veut dire tout simplement quelqu'un dont on n'a plus de ses nouvelles et ça remonte à un temps bien précis et bien déterminé par le législateur. Alors, nous sommes en matière successorale. Pour ouvrir la succession de quelqu'un qui est absent, nous devrions avoir la déclaration judiciaire de décès pour cause d'absence. Ça, c'est un autre cas. Le second cas que je pourrais évoquer, c'est le cas de la disparition. Alors, je prends un exemple simple. On dit qu'il y a crash. La personne prend son vol, il veut quitter le Bénin pour aller ailleurs, il a crash, mais on n'a pas retrouvé son corps. Vous voyez? Donc, son corps est disparu dans les circonstances où on ne peut même pas décrire. Il vit, il ne vit pas, nous ne savons pas. Dans ce cas, il a disparu. Également, il y a une procédure à faire en la matière. Donc, la succession de cette personne ne peut être ouverte que lorsque nous avons également une décision judiciaire de décès pour cause de disparition. Alors, pour me résumer, la succession s'ouvre pour cause de mort, et je parle de mort biologique, vous voyez, et il faut une déclaration judiciaire de décès pour cause d'absence ou de disparition. Voilà. Ok, donc c'est les cas dans lesquels une succession peut est ouverte en droit positif béninois. Très bien. Et on a parlé des cas dans lesquels la succession est ouverte. Et maintenant, où est-ce que la succession est ouverte? Je prends un exemple simple pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre. Un Béninois qui est allé en France et qui décède en France. Alors, oui. Alors merci bien. Je ne sais pas si vous avez fini de poser votre question. Alors, et c'est vrai que le Béninois, il quitte son pays, il va en France. S'il va en France, je ne sais pas pour quelle cause, l'essentiel c'est quoi? La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt. Si on arrive à identifier son dernier domicile au Bénin, donc sa succession va s'ouvrir au Bénin. Alors, vous avez dit que c'est un Béninois, tout Béninois a un domicile. Oui. Voilà.
Okay. Donc la succession s'ouvre au dernier domicile du décueillus, du défunt. Et comment ça se fait, l'ouverture de la succession, de façon terre à terre? Alors de façon simple, déjà, lorsqu'il y a décès, il y a déjà ouverture de la succession. Okay, mais il y a des actes, il y a des actes à poser à la matière. Pour rapporter la preuve, dans le cas de la mort de quelqu'un, pour rapporter la preuve, il faut un acte de décès. Alors, lorsque la personne décède, vous devez déclarer le décès. L'officier de l'état civil habilité en la matière va vous délivrer l'acte de décès et pour l'ouverture de la succession de cette personne. Alors, il y a deux choses que nous devons vérifier. Nous allons voir, est-ce que cette personne a testé avant de mourir? Parce qu'au Bénin, on distingue également deux formes en matière successorale. Il y a la succession par voie testamentaire et il y a la succession sans testament. Donc, si la personne n'a pas encore disposé, n'a pas testé avant de mourir, on parle de la succession ab intesta. Ab intesta veut dire une succession sans testament. Une succession sans testament, donc il y a des démarches, il y a une procédure à respecter en passant par le tribunal. Alors, lorsque je me retrouve dans ce cas, je vais dire d'une succession ab intesta, vous avez votre acte de décès, les héritiers en question que nous allons clairement identifier, qui entendons-nous pas héritiers, est-ce que c'est toute la famille qui est héritière, ou bien il y a des personnes que le législateur a prévues selon les cas pour dire que c'est ces personnes qui sont appelées héritiers. Ces personnes, après avoir obtenu l'acte de décès, il y a ce que nous appelons un conseil généralement de famille de façon classique. Le conseil de famille, en réalité, c'est le conseil des héritiers. Vous voyez, ces héritiers vont se réunir entre eux, ils vont désigner une ou plusieurs personnes qui auront pour mission, vous voyez, d'administrer la succession. En temps, les appeler les administrateurs des biens. Alors, dans ce cas, pour être plus précis, qu'est-ce qu'on fait lorsque vous faites votre conseil entre vous? Il y a des imprimés aujourd'hui qui existent dans les juridictions. Vous achetez l'imprimé et cette juridiction dont je parle, c'est du dernier domicile du décueillus, du défunt. Vous allez vous acheter ces imprimés que vous remplissez avec votre PV que vous avez fait chez vous. Vous joignez vos actes de naissance, l'acte de décès et vous saisissez. Bon, s'il y a des époux légalement mariés, vous joignez tous ces actes de mariage pour prouver au juge effectivement que le défunt a laissé un conjoint. Tout ça là. Et les deux personnes que vous avez désignées, leur nom doit figurer dans le modèle qui existe aujourd'hui, c'est déjà préétabli. Il suffit de remplir. Là, vous saisissez le juge. Et le juge rend une ordonnance pour désigner les liquidateurs de votre succession. Là, en termes simples, on dit qu'il y a ouverture de succession. Sinon, de façon technique, la succession s'ouvre déjà quand il y a décès. Dès le décès, la succession s'ouvre. Alors, on désigne les liquidateurs de succession qui peuvent être une ou plusieurs personnes. Et ceux-là, ils ont des missions bien déterminées, bien définies par le législateur aussi. Je ne sais pas, je crois qu'au cours de l'émission, on va rentrer dans ces prérogatives que le législateur a conférées à ces liquidateurs. Donc ces actes, c'est des actes qu'on doit poser. Vous voyez? Et il ne suffit pas de constater le décès, d'aller enterrer la personne et on ne commence pas à partager ses biens. Il y a toujours une démarche en la matière qu'on doit respecter pour éviter des problèmes dont nous avons évoqué de façon générale tout à l'heure. Ok. Maître, dans notre famille, nous avons décidé de faire les choses à l'amiable. Papa est décédé, on s'entend, et grand frère, petit frère, on s'est entendu, on se partage les biens. Maman, elle est déjà vieille, on la laisse de côté. Est-ce qu'on peut s'entendre entre nous au lieu de rentrer dans cette démarche juridique, aller saisir le juge? Est-ce que c'est bon de s'entendre de cette façon pour partager les biens? Alors, merci bien. Avant d'aller au partage, vous savez, le législateur béninois a prévu certaines choses. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, dès qu'on va rentrer dans les missions qui sont assignées aux liquidateurs, oui. Alors vous êtes en train de dire, à la date d'aujourd'hui, que vous vous entendez, vous pouvez faire le partage. On est d'accord? Oui. Comment je vais déterminer comment quelqu'un comme moi
peut être sûr que la consistance des biens laissés par le défunt est exacte, je veux dire. La consistance des biens laissés par le défunt, première chose. Les enfants, je veux dire, les héritiers du défunt en question, comment je peux les identifier clairement? Vous voyez? Oui. Je crois qu'en toute chose, il y a une procédure en la matière. Le législateur qui a prévu ces procédures dit il y a une démarche à faire. Si vous ne pouvez pas aller devant la juridiction, vous pouvez passer pas devant les notaires qui pourront vous aider, à dresser le procès verbal de votre conseil de famille. En tout cas, il a des dispositions à prendre en la matière. Il ne sert à rien de commencer par partager les biens d'une personne décédée sans préalablement déterminer les personnes qui sont appelées à recueillir la succession, à déterminer la consistance de la succession, à recouvrir les créances du défunt, à payer ses dettes et à prendre des dispositions que le défunt vous aurait quand même laissées. Vous comprenez? Ok. Donc, je veux qu'on parle un peu du conseil de famille, mais avant, on va continuer un peu sur cette lancée. Avant de mourir, le papa lui-même avait appelé un de ses enfants. Il lui dit clairement, bon, mon fils, ce camion, je te donne. Bien, cette maison, c'est pour toi. Il ne faut plus t'associer au partage des autres biens. Prends pour toi et tu sais que tu as déjà hérité de moi. C'est ta part, ça. Est-ce que c'est normal? Parce que vous savez, dans nos familles, aujourd'hui, des trucs comme ça se passent où le papa fait un pacte avec un de ses enfants ou bien avec certains des enfants, il lègue, il laisse certains biens aux enfants et bon, il laisse le reste dans la masse à partager. Est-ce que c'est normal? Alors, je vous remercie infiniment pour la pertinence de la question, mais il y a une précision à donner à ce niveau. Et ces précisions vont peut-être m'amener à émettre des hypothèses. Première hypothèse. Alors, lorsque j'entends par pacte, je dis quelqu'un de son vivant, il dit, toi, mon fils aîné, je donne l'exemple, tu prends 7 maisons et tout ce qui concerne ma succession là, ça ne te concerne plus. Donc, à mon décès, tu n'as plus rien à voir de l'autre côté. Le législateur béninois dit de façon claire, sans embâche, que toute partie de succession non ouverte est nulle et de nul effet. Donc, c'est nul juridiquement. Ça n'a aucune valeur juridique. Aussi, on peut raisonner à contrario. On peut se poser la question, on a dit que la succession s'ouvre par la mort. Oui. Qui ira premièrement? C'est vrai que notre vœu, c'est que nos parents nous précèdent, mais si l'enfant partait avant le père, vous comprenez un peu? Oui. Donc là, c'est un pacte sur une succession non ouverte. C'est nul. Et je ne vous mens pas, je ne vous cache rien. Ça fait partie aussi des choses qui créent assez de contentieux aujourd'hui. On dit, voilà, notre papa lui avait déjà dit de prendre tel bien de son patrimoine et qu'au décès, il n'a plus rien à voir avec le reste. Vous voyez? C'est nul en droit béninois. Okay. C'est nul en droit béninois. Alors, deuxième hypothèse. Le législateur n'a pas interdit ce que nous appelons en termes techniques la donation entre personnes vivantes. Donc, on dit donation entre vifs. Je peux donner. On est d'accord? Oui. Mais ce que je donne à un héritier, ce que je donne à quelqu'un qui est appelé à venir à ma succession, si je ne prévois pas certaines clauses, en fait, si je ne dis pas certaines choses concernant ce bien, ce que je lui ai donné est considéré en termes techniques comme ce que les juristes appellent avancement douari, c'est-à-dire avance sur sa part successorale. On est d'accord? Donc là, il est tenu de rapporter ce bien à l'ouverture de la succession. Parce que c'est une donation qui est faite. Alors, lorsque vous allez vous rapprocher des professionnels en matière de donation, ils vous diront si la donation est faite avec dispense de rapport ou sans dispense de rapport. Alors, si je dois circonscrire votre question, oui. Oui. Est-ce qu'on peut donner, est-ce que je peux remettre un bien à un enfant, par exemple, pour dire, voilà, ce bien-là, c'est pour toi. Donc, tout le reste ne te concerne pas ma succession. Tu n'as plus rien à y voir. C'est ça. Là, si c'est ça, c'est nul et de nul effet en droit positif béninois. OK. Donc, nous comprenons que ces pratiques qui sont quand même courantes sont de nul effet. C'est vraiment nul. Juridiquement, c'est nul. C'est un pacte sur une succession non ouverte. C'est nul.
D'accord. C'est vraiment nul. D'accord. Et aussi, je pourrais profiter pour attirer l'attention de nos concitoyens sur la question. La loi, le législateur béninois n'a pas interdit de donner. Oui. Mais le législateur béninois a interdit des pactes sur des successions non ouvertes. Prends ça et à mon décès, tu n'as plus rien à voir dedans. Là, c'est nul et de nul effet, je le répète. Donc, il faut qu'on fasse très attention à la matière, parce que par ignorance, les gens le font. Et après, c'est les autres héritiers qui se lèvent pour dire non. Papa lui avait déjà dit que ce bien-là, c'est pour lui et que le reste ne le concerne pas. Non. Maintenant, si c'est un acte de donation et qui rapporte la preuve que ça a été donné, si c'est en matière immobilière, la loi exige l'intervention d'un officier public et plus précisément d'un notaire en la matière. Donc, est-ce qu'on doit rapporter la preuve qu'il y a une donation? Et là, le tout ne suffit pas qu'on a dit, on m'a donné, on regarde. Cette donation, est-ce que c'est avec dispense de rapport ou sans dispense de rapport? Rapport, ce que j'entends par rapport ici, que vous allez rapporter dans la masse successorale après. Vous voyez, juste pour respecter le principe de l'égalité de tous les enfants dans le partage. Ok, le thème de donation, c'est tellement un thème assez vaste. Vraiment, c'est un thème assez vaste. On aura le temps d'en débattre. Revenons sur le conseil de famille. Voilà. On observe généralement que dès que quelqu'un décède, c'est le grand-oncle et les tantes qui s'associent, alors que les enfants sont là, alors qu'il y a un conjoint survivant, les oncles, les tantes s'associent, juste pour s'accaparer des biens du décujus. Est-ce que cette pratique est légale? Alors, merci bien. Je vous remercie une fois encore pour la pertinence de cette question. Alors, nous constatons beaucoup de choses dans nos réalités quotidiennes, qui n'ont rien à voir avec les tests en vigueur. Une personne, je vais raisonner cas par cas. Lorsqu'une personne décède, je prends le cas d'un homme qui décède, un homme marié, et il laisse sa femme, j'ai bien dit sa femme, et des enfants. Alors, les oncles, les grands-oncles, les arrière-grands-mères, tout ça, ils n'ont plus rien à voir dans cette succession. La présence des enfants, déjà, dans la succession, élimine déjà tous les autres... je vais dire, les autres parents. Donc les enfants sont là, le grand-oncle ne peut plus être héritier. On est d'accord? Le conjoint survivant est là. Alors, le conjoint survivant et ses enfants et les enfants, le législateur même est allé loin, il les a qualifiés d'héritiers réservataires. Donc c'est des héritiers de plein droit. Vous comprenez? Alors, il y a un autre cas. L'autre cas, c'est que le monsieur, il est décédé, il a une femme. Il laisse son père, sa mère, peut-être. S'il est un fils unique, je prends un cas comme ça. Pareil, c'est une question vraiment vaste, parce qu'il faut voir cas par cas. Je vais vous laisser peut-être le temps de me donner un cas pour que je puisse répondre avec précision. Ok, je prends le cas où le décujus laisse sa femme, n'a pas d'enfant, mais son papa est vivant, sa maman est encore vivante. Pour ce cas-là. Alors, est-ce qu'il a des frères et sœurs? Il n'a pas de frères et sœurs. Alors, s'il n'a pas de frères et sœurs, le père et la mère viennent, en termes techniques, ils viennent en concours avec le conjoint survivant. Donc, les héritiers que nous avons là, nous avons le conjoint survivant, nous avons le père et la mère. Le conjoint survivant, bien, sa femme, père et mère sont des collatéraux privilégiés. En termes techniques, on les appelle les collatéraux privilégiés. Voilà. Donc, ils viennent à la succession. Je ne sais pas si vous avez d'autres cas, mais ce que nous rencontrons généralement, ce que nous voyons un peu partout, les enfants sont là, la femme est là, c'est les oncles qui disent que voilà, mon grand frère est décédé, on commence pas à réclamer la clé des véhicules, la clé des chambres des maisons, etc. Non, en réalité, et c'est ce que le législateur même a prévu. Ils n'ont plus rien à voir dans cette succession. Ils peuvent les assister pour faire les formalités au tribunal ou bien chez le notaire. Mais dire qu'ils ont droit, ils sont héritiers, non, il n'en est pas question. Non, il faut mettre... Il faut que nos téléspectateurs comprennent très bien cette partie, parce que c'est l'un des aspects qui pose le plus de problème.
le monsieur est décédé la nuit même, ou déjà le lendemain, les oncles, les frères des Cujus débarquent pour demander les pièces, les conventions des parcelles, la clé des voitures, et on jette la femme au dehors. Et dites quelque chose à nos téléspectateurs. Alors, si j'ai quelque chose à dire, je crois que c'est un comportement contraire aux tests. Et il faut que chacun de nous cesse de se comporter de telle sorte. Alors, ce qu'il y a de retenir, le législateur a été bien clair. Lorsque quelqu'un décède et qu'il a des enfants, il laisse la femme, ses héritiers, ouais, ce sont ses enfants et la femme qu'il a laissée. Les autres n'ont plus rien à voir dans leur succession. C'est vrai que il n'est pas rare d'entendre que non, si on laisse tous ces biens à cette femme-là, elle ira se remarier, tout ça. Non, attention. Le législateur, à l'instant, dit que les héritiers sont les enfants et puis le conjoint et puis la femme en question. Voilà. Si je prends votre cas. Donc, ceux qui se comportent de cette façon, les oncles, les grands, les arrière-grands-pères, tout ça là, qui viennent pour dire qu'ils sont aussi héritiers, je crois que c'est un comportement à décourager. Et comme nul n'a le droit de se faire justice, il vaut mieux saisir les juridictions pour décourager ces pratiques. Ok, donc la femme qui est arbitrairement jetée au dehors et à qui on a arraché tous les biens du monsieur, elle a la possibilité de saisir. Vous voyez, en cas de difficulté, lorsque vous êtes quelque part et que vous avez des difficultés, ce qui est plus simple, c'est de se rapprocher au juge. Donc il n'a qu'à saisir une juridiction. Le juge va les aider quand même. Le juge va dire le droit et chacun va reconnaître sa place. On est d'accord? Oui. Nous sommes dans un état de droit et la loi s'impose à tout le monde. Voilà. Oui. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, je reviens un peu sur le conseil de famille. Vous avez parlé de liquidateur. Quelle est la qualité du liquidateur et quel est son rôle? Alors le liquidateur ou les liquidateurs en réalité, ce sont des gens qui doivent avoir une vocation successorale. En ce qui concerne la succession de la personne qui est ouverte, qu'est-ce que je veux dire en termes simples? Lorsque quelqu'un décède et qu'il a des enfants qui sont majeurs, son conjoint, parmi eux, on peut désigner des liquidateurs. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des tierces personnes pour être des liquidateurs. Donc, qualité, il doit avoir une vocation successorale à succéder à la personne. Okay. Et puis, du point de vue éthique, ça là, on ne rentre pas dedans. Bon, la personne doit être quand même correcte, voyez, pour remplir, pour bien mener les missions qui lui seront confiées. Alors, vous demandez quelles sont les missions de ces liquidateurs. Oui. J'ai une précision à apporter d'abord. On n'est pas liquidateur à vie. Parce que ce qu'on constate, les gens, ils vont te dire qu'ils sont administrateurs des biens depuis peut-être 30 ans, 50 ans et ils continuent d'être administrateurs des biens. Et il y a d'autres, depuis que le terme liquidateur, le législateur béninois nous a aidé à voir ça avec précision dans le code des personnes de la famille depuis 2004. Ouais, il n'est pas rare de trouver des gens depuis 2004 qui continuent d'être liquidateurs. Alors, en réalité, la procédure en elle-même est tellement longue. Non, la procédure n'est pas longue. La procédure n'est pas longue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les liquidateurs, ils ont mission, vous voyez, de rechercher des personnes qui sont appelées à recueillir la succession. Alors, ça voudrait dire quoi? Quand vous allez devant le juge, quand vous dites au juge que vous êtes 4, le juge n'a aucun moyen pour contrôler ce que vous allez dire. Le juge ne vous suit pas pour aller vérifier dans votre famille si effectivement vous êtes 4 ou pas. Donc, les missions que le juge confie à ces liquidateurs, le juge leur demande soit, bon, s'ils sont plusieurs, on peut dire soit individuellement, entre vous, vous allez répartir les tâches, ou soit vous travaillez conjointement. Il faut rechercher des personnes qui sont appelées à recueillir la succession. Première chose. Deuxième chose, de déterminer la consistance de la succession. Alors là aussi, il y a un sérieux problème. Lorsqu'on parle de la détermination de la consistance de la succession, si vous savez que le défunt a des biens à tel endroit, vous êtes tenu d'informer les autres héritiers, vous voyez, que voilà, monsieur Ins a des parcelles, je donne l'exemple, à Bomé-Calavi, a des maisons à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, etc., etc. Vous devez tout dire. On est d'accord? Oui. S'il y a des créances, vous êtes tenu d'informer les autres héritiers. Et le mode d'information, je vais vous le dire tout à l'heure. Okay. Alors, donc, déterminer la consistance,
en termes d'éléments d'actifs, de passifs, tout ce qu'il a comme bien meuble, tout ce qu'il a comme bien immeuble. On est d'accord? Oui. Et si ces biens sont grevés de dettes, il y a une troisième mission qu'on lui a confiée. Recouvrer les créances. Vous voyez, les actes que vous allez poser pour recouvrer les créances. S'il a des dettes à payer, il ne faut pas créer des dettes. On paye une dette sur pièce rapportée. Donc, ces dettes, vous payez les dettes et vous prenez des dispositions pour conserver la succession. Je parle bien de la conservation. Il n'est pas rare de constater que les gens se disent liquidateurs et on commence par vendre les biens de la succession. C'est vrai, le liquidateur peut vendre des biens périssables. Je suppose que vous avez une succession où il y a des bananes. On ne peut pas conserver des bananes. On ne peut pas conserver des bananes, vous voyez, jusqu'à la fin des opérations de liquidation. On est d'accord? Oui. Raison pour laquelle aussi, vous allez constater, les juges, ils prennent l'habitude de donner un délai de 3 mois aux liquidateurs pour dresser leur procès verbal de ce qu'ils ont eu à faire comme mission et de donner copie à chaque héritier. Et là, ça va permettre de faire la clôture de liquidation. Donc, 3 mois. Oui, généralement dans 3 mois. Et si vous avez des difficultés par rapport au délai, vous pouvez demander une prorogation que le juge pourrait vous accorder. Ça dépend de la complexité de la succession dont vous avez la charge. Mais on retient, les liquidateurs n'ont pas pouvoir de disposer des biens successoraux, sauf les biens périssables. Okay. Maintenant, si quelqu'un veut vous vendre une maison et il dit qu'il est liquidateur, et vous dites que non, c'est le liquidateur même qui veut vendre la maison, si vous vous engagez là, c'est à vos risques et périls. Okay. Donc, les liquidateurs n'ont pas pouvoir de disposer des biens de la succession, pas principe, sauf des biens périssables, des biens qu'on voit qu'on ne peut pas conserver. Alors, en termes simples, ils ont des missions d'administration et de conservation et non des missions de disposition. Disposer veut dire vendre, aller affecter en garantie quelque part. Ouais, on constate des liquidateurs qui prennent des biens de la succession et ils vont faire des crédits avec, sans informer les autres héritiers. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire de façon succincte sur la question. D'accord. La consistance même de la succession. Comment on peut vraiment... C'est vrai, vous avez dit que les liquidateurs ont entre autres, pour mission d'identifier les biens qui doivent rentrer dans la succession. Mais est-ce que c'est évident que les liquidateurs aient connaissance de tous ces biens? Je prends un monsieur qui a une villa en France, mais qui n'a dit à personne, qui a mis les pièces dans... Je sais pas... qui a caché les pièces quelque part en France. Comment on peut arriver? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir identifier ces biens qui sont un peu disparates? Alors, merci bien. Et la question que vous me posez, c'est une question vraiment problématique. Bon, si la personne a un bien et puis il a dissimulé le bien et que personne n'est au courant de ce bien, à l'impossible, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'ils n'ont pas connaissance de ça, ils ne peuvent pas faire le miracle. On est d'accord? Oui. Mais ils ont l'obligation de rechercher d'abord. Et quand je parle de rechercher, c'est de voir les autres héritiers, voilà, quels sont les biens de papa dont vous avez connaissance, mais quels sont les biens de maman dont vous avez connaissance. Maintenant, si vous fouillez dans ces effets, que vous voyez qu'il y a des traces de biens, allez à la découverte de ces biens. Et il faut dresser la liste de tous ces biens. Si vous avez des difficultés pour avoir accès à certains biens, mais s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, donc rapprochez-vous des professionnels de droit, okay, qui pourront vous aider, qui vous dicteront des conduites à tenir en la matière. D'accord. Voilà. Donc, mais je reprends votre question, oui, et pour ne pas dire, je reprends. Si les liquidateurs n'ont pas l'information concernant le bien, ils ne peuvent pas créer l'information. On ne crée pas une information. Oui. Oui. Okay. Donc voilà, c'est ce qu'on pourra dire. Alors, j'attire votre attention à contrario, mais si les liquidateurs ils ont connaissance du bien et qu'ils ont dissimulé ça c'est une faute. Hein. On est d'accord? Ils ont manqué à leur obligation. Okay. Par conséquent, on peut les poursuivre, okay, hein, pour ça. Voilà. Okay. D'accord, merci maître. Nous allons un peu revenir sur
les successeurs, les héritiers. On a parlé de certains cas. Il y a un cas qui me vient à l'esprit. Quelqu'un qui décède sans conjoint survivant, sans descendant, sans ascendant, sans collatéraux. Mais c'est vrai, bon, a priori, hein, Oui. je pense que c'est une question théorique. Hein. Nous sommes en Afrique. Oui. Il y a toujours un frère. Oui, et il y a ce que nous appelons en termes techniques la vocation successorale. La vocation successorale des personnes majeures, c'est jusqu'au 6e degré. Et quand je parle de degré, je sais de quoi je parle. Et pour des personnes qui n'ont pas la capacité de tester, c'est jusqu'au 12e degré. Je ne suis pas sûr qu'un Africain pourrait se retrouver dans ce cas. Dans ce cas. Chez les Européens. Ouais. Okay. Bon, sinon, je n'en connais pas de façon pratique. Je ne vois pas encore. Un Africain qui n'aura pas quelqu'un, soit un grand cousin quelque part, j'attends de voir ce cas. Hein. D'accord. Voilà. La succession s'ouvre, je donne un cas. La succession s'ouvre, les enfants du conjoint légitime se présentent. Et puis, on constate qu'il y a quelques 2 ou 3 qui débarquent, qui disent que votre papa aussi est notre papa parce qu'il y avait une femme qu'on ne connaissait pas. Est-ce que ces enfants peuvent rentrer dans la succession? Alors, je vous remercie infiniment pour cette question aussi qui fait la une. Alors, vous voulez savoir si ces enfants-là, qui ne sont pas connus de la grande famille, Oui. est-ce que ces enfants peuvent avoir la qualité d'héritier? Oui. En termes techniques, les juristes parlent des enfants naturels. Le législateur a réglé la question. Lorsque l'enfant naturel est reconnu, donc ses droits successoraux seront sauvegardés. La reconnaissance de l'enfant naturel. Est-ce que le père reconnaît ses enfants? Question. Bon. Il est déjà mort. Oui, on peut rapporter la preuve. Vous voyez, Okay. les actes d'état civil. Ok. Il a cette possibilité. Il a aussi la reconnaissance que les gens font avant de mourir, rechercher. Est-ce qu'il n'est pas allé faire une déclaration devant un officier pour dire voilà, que lui reconnaît être le père de tel enfant et de ceci? Est-ce que vous voyez? Okay. Mais c'est une question qui demande qu'on doit aborder avec beaucoup de prudence, de pincettes. Vous avez donné, les enfants sont venus. Est-ce que les enfants là, ils ne connaissent personne dans la famille de leur père? Est-ce que également dans la famille du père, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ses enfants? Peut-être que le père aussi s'était arrangé. Nous les hommes là, quand on pose ces actes là, on a toujours quelqu'un à qui on se confie, on le dit, ou bien on va faire des actes, on va faire des déclarations. On reconnaît, peut-être nous qui avons déclaré la naissance même de cet enfant à l'officier d'état civil, c'est pas faux. Okay. On est d'accord. Alors, je crois que c'est une question aussi que le législateur a réglée. Enfant chez nous, au Bénin, enfant, c'est enfant. On est d'accord? Oui. Si l'enfant est reconnu, avec les enfants légitimes, ils ont les mêmes droits. Ok. On est d'accord? Oui. Que ça soit un enfant adultérin, que ça soit enfant naturel, en mariage, tout ce que vous voulez, que ça soit enfant légitime. Enfant, c'est enfant chez nous. Enfant. Pour le cas des enfants naturels, si ces enfants-là sont reconnus et qu'on peut rapporter la preuve que ces enfants sont reconnus, ils viennent à la succession de droit. Okay. On est d'accord. Okay. Alors le législateur a prévu un cas seulement pour les enfants incestueux qui ne peuvent pas hériter des 2 parents, en fait des 2 auteurs. Qu'est-ce que j'entends par enfant incestueux? Je donne un cas. Le grand frère qui a enceinté sa petite soeur. Alors de cette union, de cette relation charnelle est né un enfant. L'enfant ne peut pas hériter à la fois du père et à la fois de la mère. Le législateur béninois, je précise bien, le législateur béninois dit que cet enfant va hériter à l'égard du parent qu'il a reconnu. Parce que les 2 ne peuvent pas le reconnaître au même moment. Okay. Bon, c'est vrai que ça pose un problème dans la pratique et la doctrine aussi a réfléchi sur la question. Ailleurs, vous voyez, je prends le cas du Cameroun, je connais un grand professeur qui a abordé la question, qui dit qu'est-ce qui fait le problème du législateur?
si les deux auteurs reconnaissent cet enfant. Donc voilà, et il a écrit un livre sur ça. Donc ça, c'est leur réalité là-bas. Hein? Alors, chez nous ici, au Bénin, le législateur a dit que le père et la mère, les deux ne peuvent pas reconnaître à la fois cet enfant incestueux. Voilà. C'est la réserve que le législateur a apportée aux enfants, ça, lorsqu'il y a concours entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Je précise, si ces enfants naturels sont reconnus, donc ils viennent de droit à la succession. Ok. Je prends un cas où un des enfants, un des héritiers, décide de renoncer à la succession. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment ça se fait? Enfin, comment ça se passe dans la liquidation de cette succession? Merci bien, monsieur le journaliste. L'option successorale est libre. Vous êtes libre d'accepter une succession. Purement et simplement. Vous êtes libre d'accepter sous le bénéfice d'inventaire. Vous êtes également libre de renoncer à la succession. C'est une liberté. C'est le législateur même qui vous a donné cette prérogative. Vous pouvez soit accepter, vous pouvez renoncer. Alors, il y a une question que je devrais aborder. Lorsqu'on parle d'héritiers, là, les héritiers, pour être héritier, il y a des conditions à remplir. On va revenir là-dessus. Je crois que c'est une question fondamentale. On va revenir là-dessus. Alors, pour hériter, il faut exister. Il faut avoir une existence certaine. C'est ce que le législateur dit. Est-ce que quelqu'un qui n'existe pas peut hériter? La réponse est non. Donc, pour hériter, il faut avoir une existence certaine. Lorsque votre femme est enceinte, je suppose qu'elle porte une grossesse de 6 mois, et le mari décède, si l'enfant naît vivant, l'enfant vient bel et bien à la succession. Okay. Donc l'enfant a une existence. On est d'accord? Oui. Alors, l'existence dont je parle également ici, c'est que il faut exister au décès du défunt. Okay. Le jour que votre papa décède, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous vivez? On est d'accord? Oui. Voilà. Deuxième chose, il faut avoir ce qu'on appelle en termes simples la dignité successorale. Il faut être digne d'hériter de la personne. Si vous êtes frappé d'une cause d'indignité, vous êtes exclu de la succession. Qu'est-ce que le législateur entend par indignité? Indignité, le législateur ne l'a pas défini, mais le législateur a donné des causes. Je prends un exemple. Un enfant qui a assassiné son père et il a été reconnu, gardé en prison pour cette infraction. Selon vous, est-ce que cet enfant est digne d'hériter de ce père-là? Non. Alors, mais il y a une sanction qui le frappe. Il y a une sanction qui frappe cet enfant là-bas. La conséquence de ça, c'est qu'il est exclu de la succession. Donc, quelqu'un qui a porté des coups mortels, qui a assassiné, il a été reconnu comme tel et il a été jugé comme tel. Dans ce cas, il est exclu de façon automatique de la succession. Okay. Ça, il n'est pas digne d'hériter de la personne. Donc, c'est une infraction que la personne je veux dire, la personne a commis une infraction. Oui. La conséquence de cette infraction, c'est qu'il est exclu. On l'exclut de la succession. Deuxièmement, oui, les héritiers ont la possibilité, lorsqu'il y a un cas qui n'est pas clair à leur niveau, de saisir le juge pour demander au juge de déclarer telle personne indigne. L'indignité ne se décrète pas, en fait. Les héritiers n'ont pas le droit de dire que toi tu es indigne. Non, ce n'est pas leur rôle. Bon, entre-temps, papa. Voilà, on dit, il a insulté papa. Et papa a dit déjà de son vivant que cet enfant-là ne viendra pas. Vous voyez, ça ne suffit pas pour exclure.
Pour exclure, il faut saisir le juge pour demander de le déclarer indigne. En termes techniques, les gens parlent de l'indignité sur requête. On est d'accord? Oui. Ou indignité facultative. Il y a des cas que le législateur a prévus. L'enfant qui a déchiré le testament de son père, par exemple. De façon automatique, on ne peut pas dire non, toi tu es indigne, tu as fait ceci. Tu as porté atteinte à la considération de notre famille, tu as porté atteinte à l'honneur de la famille. Il faut saisir le juge pour que le juge puisse apprécier. Alors, donc pour me résumer, il y a deux grandes causes d'indignité. Les indignités qui peuvent être d'office, pour ne pas dire automatique. Et là, c'est une infraction que vous avez commise. Vous êtes jugé comme et vous êtes jugé comme tel. On est d'accord? Oui. Deuxièmement, c'est vrai, il y a un acte que vous avez posé, mais il faut que le juge apprécie. Et de cette appréciation, le juge peut déclarer la personne indigne. Ce qu'il y a lieu de retenir. Lorsque vous êtes déclaré indigne, ou bien lorsque vous êtes indigne de façon automatique, vous êtes considéré comme une personne étrangère à la succession. Vous êtes exclu purement et simplement de la succession. Ok, nous allons vraiment au thème de notre émission. Mais avant qu'on ne finisse, je voudrais vous demander, quelqu'un qui n'a pas tué son papa, mais entre-temps, il a essayé peut-être de l'empoisonner et il n'a pas pu. Donc, j'imagine qu'il peut être déclaré indigne. Il peut être déclaré indigne. Mais si, de son vivant, puisque le papa n'est pas mort, il a essayé de le tuer, mais il n'est pas mort. Si de son vivant, le papa lui-même dit, bon, c'est vrai, je sais que tu veux me tuer, mais je te pardonne. Alors, rapidement. Les biens qu'on veut partager appartiennent à qui? Au papa. Qui pardonne? C'est le papa. Est-ce qu'on peut refuser à l'enfant de revenir à la succession? Non. Donc le pardon efface déjà l'indignité. L'indignité. Ok, merci beaucoup, maître. Nous allons passer maintenant au mot de la semaine. Le mot de cette semaine, c'est TQUS. Et le lexique des termes juridiques nous dit que c'est le premier mot de la famille TQUS successione agitur, littéralement celui de la succession de qui il s'agit, utilisé de nos jours pour désigner le défunt auteur de la succession. On dit le TQUS. Maître, voilà notre mot de la semaine. Je ne sais pas si vous avez un mot. Merci bien. Et quelle que soit la durée de notre séjour sur Terre, d'un jour à l'autre, nous sommes tous appelés à être des TQUS. Merci bien. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir fait ce déplacement, malgré votre calendrier assez chargé. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous voulez placer un mot de fin. Non, c'est à moi de vous remercier parce que c'est un grand privilège. Vous voyez, sur toute la population béninoise, si vous m'avez invité, c'est un privilège pour moi. Je vous remercie. Que Dieu bénisse votre émission. Amen. Que Dieu bénisse votre chaîne aussi. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de votre émission Droit et Devoir. Et nous allons dire à l'émission prochaine, mais avant de nous séparer, je voudrais partager cette pensée de John Grisham avec vous. La loi ne connaît pas de plus lourd fardeau que celui de protéger les droits juridiques de ceux que la société a décidé d'exécuter. Merci à vous et au numéro prochain.